Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Raoul NKUITCHOUNKOUATCHET, Ordonnance Macron. De quoi la refonte de l'expertise CHSCT est-elle le signe, 2019. Isabelle PAPIEAU, des EHPAD aux Papy Boomers, 2019. Arnaud Münster, Osons l'utopie pour construire un monde meilleur, esquisse d'une autobiographie politique, 2019. Sagarsek, Machiavel et la communication politique, 2019. Jacques Aron, L'an passé à Jérusalem. Le destin d'Israël en diaspora, 2019. Manuel Diatkin, Pierre-André Taguieff, L'antiracisme en débat, 2019. Roland Hureau, Les Gilets jaunes ont raison, et bien plus qu'ils croient, 2019. Robert Bibot, Kider Mesloub, Autopsie du mouvement des Gilets jaunes, 2019. Dominique Thierry, La solidarité intergénérationnelle sur le terrain, 2019. Daniel Glauser, Questionnement critique des visions dépassées du monde actuel, 2019. Franck Zollec, La part de chacun dans le monde de demain, devenons grain de sable, 2019. Stéphane Tessier, L'interculturalité dans le quotidien professionnel, 2019. Laureline Fontaine, Lire les constitutions, 2019. Remerciements. Merci aux nombreux universitaires de l'Europe byzantine avec lesquels je suis en contact depuis longtemps déjà, dans le cadre d'échanges toujours très enrichissants qui ne sont pas étrangers aux idées qui sont exposées ici. Merci à mes amis Claude Berthommieux, André Boyer, Antoine Brunet, Alain Garrigou et plus particulièrement Olivier Everard de Velp et Paul Comte. Illustration de la couverture, œuvre originale de Paul Comte, www.paulcomte.fr. Introduction. Dans les années qui précédèrent immédiatement la Grande Guerre, il semblait que l'Europe byzantine, l'ensemble des pays de tradition orthodoxe, était en mesure d'affirmer sa force ou au moins sa capacité de résistance, face aux visées impérialistes du monde germanique. Alors qu'en 1908, l'Europe avait frôlé la guerre à propos de l'affaire de l'annexion de la Bosnie par l'Empire austro-hongrois, et l'avait évité, paradoxalement, grâce à la faiblesse militaire de la Russie dont les dirigeants avaient alors adopté une attitude très prudente et conciliante malgré les provocations, la situation de l'Empire russe et celle des pays balkaniques était très différente en 1914. Ces derniers, Serbie, Monténégro, Grèce, Roumanie, à l'issue des guerres balkaniques et du traité de Bucarest de 1913, avaient réussi à bouter l'Empire ottoman hors d'Europe. Ils ne possédaient plus que la Thrace orientale. Désormais, un cordon de pays, de la Baltique à la Méditerranée, avait la possibilité de couper les routes terrestres d'approvisionnement des empires centraux en direction de l'Est et du Sud. De son côté, l'Empire russe, la principale composante de l'Europe byzantine d'alors, après la catastrophe de son aventure japonaise, État des bolcheviks qui mirent en place un système totalitaire. Ici, il convient de ne pas adopter la démarche de certains historiens amateurs d'histoire événementielle, notamment Christopher Clark, selon lesquels tous les pays eurent leur part de responsabilité dans le cataclysme qui s'abattit sur l'Europe en 1914.
un enchaînement fatal prenant sa source dans la supposée poudrière des Balkans. En réalité, la poudrière était l'Allemagne impériale dont les élites voulurent la guerre comme le montre l'historien allemand Fritz Fischer. Il convient aussi de ne pas tomber dans le piège du marxisme selon lequel l'histoire aurait un sens. La relecture de L'Opium des intellectuels, de Raymond Aron, plus de 60 ans après sa parution, reste toujours aussi utile. L'Empire russe d'avant la guerre est à la fois faible et fort. Il est faible du fait de son mode de gouvernement, le tsarisme, et fort du fait de son dynamisme économique. Le pouvoir tsariste est bien trop centralisé. Nicolas II, tsar autocrate, est hostile aux réformes politiques et sociales que lui proposent ses ministres, qu'il finit par accepter à contre-cœur après les avoir retardés. Il fait confiance à la camarilla réactionnaire qui l'entoure. De ce fait, la société russe n'a pas la solidité qu'elle aurait pu avoir, faute du liant que constitueraient certaines réformes non abouties. Le retard à faire des réformes, l'égalité des droits de tous les citoyens, notamment des juifs par exemple, contribuait aussi à nourrir les actions de groupes révolutionnaires violents et à susciter l'émergence d'une sorte d'élite révolutionnaire clandestine, en Russie ou à l'étranger, une autre source de faiblesse. L'Empire se transforme malgré tout et tire sa force de sa croissance économique. Le secteur agricole, sous l'effet des mesures prises par les gouvernements de Witt et de Stolypine, se développe rapidement. Il en va de même de l'industrie qui est stimulée par l'ingénierie des entreprises étrangères ainsi que par les capitaux étrangers. Cette dynamique, qui annonce la naissance prochaine d'un nouveau géant économique et politique, conformément aux pronostics de Tocqueville, est une perspective intolérable pour le rêve des hégémonie des élites allemandes de l'époque. Au début du siècle, le Royaume-Uni, avec son immense empire, constitue la puissance hégémonique mondiale. Ces élites toutefois se rendent bien compte que cela ne pourra pas durer, compte tenu de la montée en puissance des États-Unis et de l'Allemagne. Leur rêve est alors celui d'une dominance anglo-saxonne du monde, un monde qui parlerait anglais. Ce rêve est partagé par la finance, des deux côtés de l'Atlantique. L'utopie pacifique que développent industriels et financiers est celle des une entente entre tous les grands responsables économiques du monde, pour assurer la paix universelle et la sécurité des affaires, une entente qui obligerait tous les gouvernements à se plier à leurs directives. Dans cette perspective, pour les capitalistes de ce début de siècle, les idées socialistes de planification et de centralisme ne sont pas nécessairement à rejeter, bien au contraire. Du côté de l'Allemagne, le rêve d'hégémonie, de l'Europe continentale d'abord et du monde ensuite, est beaucoup plus rude. L'Allemagne et les États-Unis sont les deux principaux exportateurs de produits manufacturés dans le monde, et les deux prétendants à la succession de l'hégémonie britannique. Leurs industriels ont toutefois des idées différentes pour ce qui concerne les conditions de la croissance de leurs affaires. Les Américains ont en vue une expansion fondée à la fois sur leur protectionnisme et sur leur compétitivité sur les marchés extérieurs, alors que les industriels allemands, qui bénéficient eux aussi du protectionnisme de leur État, entendent élargir leur marché par des voies politiques et militaires, ce qui est sans doute la conséquence de la place importante de l'armée au sein de l'Empire allemand. Il s'est alors constitué, au sein des élites de cet empire, un consensus autour de quelques idées simples. L'Allemagne est encerclée et menacée, la race germanique est en grand danger, il y va de sa survie, du fait des Slaves et des Gaulois. L'Allemagne n'a pas dans le monde la juste place qui devrait lui revenir. De plus, la croissance économique de l'Empire russe fait peur compte tenu de son poids démographique. Sa poursuite garantit à cet État une puissance à terme supérieure à celle de l'Allemagne. La guerre, déguisée en guerre défensive pour des raisons intérieures, était donc nécessaire, Sarajevo ne fut qu'un prétexte. La visée des industriels et des militaires est de constituer une Europe allemande, en transformant l'ensemble des pays du continent en protectorat et en démantelant l'Empire russe. Le prélude à un rôle mondial plus important. En escomptant une neutralité britannique, il fallait vaincre militairement et successivement, c'était le plan Schlieffen, la France et la Russie, et casser ainsi le capitalisme franco-belgo-russe qui était en plein essor. La guerre ne se passa pas comme l'avaient prévu les stratèges allemands. Le Royaume-Uni ne fut pas neutre, le plan Schlieffen échoua. L'Empire russe résista avec vaillance, mais il présentait des facteurs de faiblesse importants. La révolution de février 1917 emporta le tsarisme, son régime politique, et fragilisa encore un peu plus le pays, à l'intérieur comme sur le plan militaire.
Avec beaucoup de talent et aussi l'aide financière des services secrets allemands, les extrémistes bolcheviks, groupe ultra-minoritaire mais doté de dirigeants compétents et sans scrupules, des professionnels spécialistes de la Révolution, et composés d'individus très déterminés, exploitèrent les désordres et les oppositions entre les différents groupes sociaux pour instaurer une dictature grâce à leur coup d'État de l'automne. Pour conserver leur pouvoir, les bolcheviks avaient besoin de la paix à n'importe quel prix. L'armistice fut conclu en décembre. Ils durent, parce qu'ils y étaient obligés, organiser des élections au suffrage universel pour élire une assemblée constituante. Lénine pensait que ce serait une assemblée croupion qui donnerait son aval au décret sur la terre qu'il avait concocté, mais surprise, les bolcheviks y furent largement minoritaires. L'assemblée refusa. Le nouveau pouvoir donna alors la preuve absolue de son refus des procédures démocratiques, qualifiées de bourgeoises. Il décréta la dissolution de l'assemblée au bout de quelques heures. Le projet des bolcheviks était clairement une entreprise totalitaire. Les traités de paix de Brest-Litovsk, l'un avec un gouvernement ukrainien protégé par les Allemands, l'autre avec les Soviétiques, consacraient la victoire des empires centraux à l'Est et la réalisation de la quasi-totalité des buts de guerre de l'Empire allemand dans la région. La séparation de la Grande Russie et de la Petite Russie, la constitution d'un ensemble de protectorats de l'Allemagne, Finlande, Pays-Baltes, Pologne, Ukraine. Cela s'accompagnait, principalement en Ukraine, d'un pillage systématique des ressources alimentaires et de l'élaboration, au cours du printemps 1918, d'un plan de mise en coupe réglé de l'économie du pays au profit des firmes allemandes, le prototype de ce qu'il était prévu d'appliquer ailleurs, dans les protectorats, en Russie du Sud et dans le Caucase. Le printemps et l'été 1918 étaient riches en événements dans l'ancien empire des Tsars. Le début des interventions de l'Entente en Russie du Nord, le début de la résistance militaire aux bolcheviks dans la région de la Volga, en relation avec la Légion tchécoslovaque, le commencement des actions de résistance des paysans, et de celles des mouvements séparatistes. Il y avait aussi d'intenses discussions dans le domaine économique. Le plan Melchior en Ukraine, la préparation du traité de Berlin entre les Soviets et l'Allemagne, la fin de la présence des entreprises françaises et belges, le début des discussions entre les soviétiques et les hommes d'affaires américains. Après la répudiation en février des dettes extérieures de la Russie tsariste, catastrophique pour les intérêts français, ces contacts montrent le remplacement du capital français par le capital américain, et bientôt germano-américain. Le retournement de la situation militaire à l'Ouest et la victoire des Alliés, avec sa conclusion du traité de Versailles annulant les traités de Brest-Litovsk et des traités complémentaires, changeait ou avalisait beaucoup de choses. Dans les Balkans, l'extension de la Roumanie et la constitution de la Yougoslavie, dans l'ancien empire russe, les indépendances de la Finlande, des Pays-Baltes et de la Pologne. Malgré ces petites amputations, l'Empire conservait son cœur, la Grande Russie, l'Ukraine et la Russie blanche, et ses possessions du Caucase et de l'Asie. L'ordre totalitaire qui régnait désormais au sein de l'Empire, ou d'une partie de celui-ci, fut impitoyable. La terreur révolutionnaire était considérée comme indispensable pour la fabrication de l'homme nouveau. Celui-ci devait être en quelque sorte hors sol, sans aucune racine, sans aucun héritage social autre que celui que lui donnait le parti. On assassinait les gens non pas pour ce qu'ils faisaient mais pour ce qu'ils étaient. La police politique, la Tchéka, créée dès le 20 décembre 1917 et dirigée par Dzerzhinsky, en 1922 GPU ou GPU en 1934 NKVD, fut au pays des soviets, ce que furent pendant 7 ans à l'époque du temps des troubles et de l'Oprichnina d'Ivan le Terrible, les sinistres Oprichny. Désormais, le droit de grève était aboli, les ouvriers ne pouvaient pas lutter contre leur propre État, la peine de mort restaurée. Le nouveau pouvoir, né du coup d'État dont Trotsky fut le maître d'œuvre, eut à lutter contre de nombreux ennemis. Les anciens alliés politiques des bolcheviks, les mencheviks et les sœurs, les Polonais, les autres indépendantistes, notamment de Finlande, des Pays-Baltes, d'Ukraine, les ouvriers et les marins, notamment ceux de Petrograd et de Kronstadt, les armées blanches, les armées étrangères et surtout les paysans. Les bolcheviks furent et restèrent très minoritaires. Leur principal ennemi fut le peuple russe lui-même, ou l'ensemble des peuples de l'Empire, celui des villes et celui des campagnes. Ce fut le génie, proprement diabolique, de Trotsky, que de réussir à vaincre les ennemis du pouvoir soviétique en les affrontant successivement, le seul échec étant celui de Toukhatchevski face aux Polonais,
échouant par la faute du commissaire politique Staline qui ordonna à Boudienny de désobéir aux ordres de son supérieur militaire. Cela ne suffit pas toutefois pour expliquer comment les communistes, ultra-minoritaires, purent triompher ainsi et se maintenir au pouvoir pendant très longtemps. Il y avait, on le sait, les réformes qui n'avaient pas encore été faites, celles concernant le statut des Juifs ou bien le mode de recrutement des officiers de l'armée par exemple, ou qui n'étaient pas encore complètement abouties, celles qui concernaient la transformation du monde rural principalement. On touche ici à ce qui est de plus essentiel dans ce passage du pouvoir tsariste au pouvoir totalitaire des communistes. Les changements affectant le monde paysan et le poids du mire. Les réformes de Stolypine n'étaient pas encore arrivées à leur terme lorsque survient la Révolution. Moins de la moitié des surfaces exploitées sont aux mains d'exploitants familiaux propriétaires de leurs terres. Les autres sont exploitées le plus souvent individuellement mais avec des habitudes communautaires rappelant le mire. Il y a là un facteur de division du monde paysan que les bolcheviks collectivistes, la terre doit appartenir à l'État, les exploitations doivent être collectives, sauront utiliser et qui empêchera les socialistes révolutionnaires d'être parfaitement clairs sur cette question. Ils souhaitent la municipalisation de la terre tout en étant attachés au mode d'exploitation familiale. Les ouvriers de leur côté, donneront du fil à retordre à l'avant-garde autoproclamée de la classe ouvrière. La commune de Kronstadt le montra, mais néanmoins, le principal facteur de résistance, et de loin, fut la paysannerie. Il fallut plus de 20 ans au pouvoir soviétique pour en venir à bout, pour mener à son terme la solution finale, la concernant. Les Rouges croyaient dur comme fer, à la suite de Marx et Engels, que les paysans constituaient une catégorie appelée à disparaître. Il fallait donc accélérer le cours de l'histoire. Dans la construction théorique de Marx, le concept de capital ne laissait pas de place à la paysannerie. Face à la bourgeoisie, ne devait subsister que le prolétariat n'ayant rien d'autre à perdre que ses chaînes, de sorte que le paysan, propriétaire de la terre qu'il exploite, ne peut être qu'un ennemi, un koulak, qu'il faut donc faire disparaître. Le projet communiste consistait à collectiviser l'agriculture, et par conséquent, à supprimer les paysans appelés à devenir des ouvriers agricoles. Ce ne fut pas facile. Les paysans étaient viscéralement attachés à conserver leur mode d'exploitation individuelle de la terre. La guerre que menèrent contre eux les communistes commença par les réquisitions, exorbitantes et d'une violence extrême, qui leur étaient imposées. Les paysans n'avaient dans certains cas même plus assez de grains pour les semences et étaient contraints d'abattre du bétail pour survivre. Les exécutions sommaires étaient fréquentes, il fallait des exemples. Pendez-les tous, recommande Lénine. Le contexte des villes constituait un grand sujet de préoccupation pour les bolcheviks. Les usines étaient à l'arrêt pour la plupart d'entre elles du fait des difficultés d'approvisionnement, le système des transports était très perturbé et du manque de personnel qualifié. Beaucoup de cadres avaient été assassinés, déportés ou emprisonnés, de nombreux autres avaient dû prendre la fuite. Réduits à l'état de chômeurs, les ouvriers avaient tendance à revenir dans leur village d'origine. Cette situation était très angoissante pour les révolutionnaires communistes. La classe ouvrière, dont ils prétendaient être l'avant-garde éclairée, était en voie d'extinction. Il fallait la sauver et pour cela la nourrir, à n'importe quel prix. L'urgence était absolue. Il n'y avait donc pas de gants à prendre avec les paysans appelés de toute façon à disparaître. Ces derniers avaient bien compris. Ils se révoltèrent collectivement ou individuellement. Les révoltes furent nombreuses, donnant lieu parfois à la constitution de véritables armées, les armées vertes. Contre eux, l'armée rouge utilisa les grands moyens, l'artillerie, les trains blindés, les gaz. Lorsqu'elles furent matées, leur succédèrent des révoltes de plus faible ampleur mais bien plus nombreuses, puis des révoltes individuelles, qui s'exprimaient alors par des comportements en marge de la société et de la légalité nouvelle, du banditisme, afin d'échapper au destin collectif des kolkhozes ou aux déportations à l'époque de Staline. Lorsque la rigueur des réquisitions, avec ses conséquences, la baisse de la production des biens alimentaires se combina avec des aléas climatiques défavorables, les grandes régions agricoles de l'Empire, l'Ukraine, la Volga, le Kouban connurent la famine. Ce fut le cas en 1921-1922, alors que le nouveau pouvoir, Lénine et Trotsky étaient aux affaires, indifférents à la tragédie qui se jouait alors, exportaient du blé pour se procurer des biens d'équipement à l'étranger, n'ayant finalement recours à l'aide étrangère que contraint et forcé pour soigner son image internationale. Ce fut un crime de masse,
Pas le dernier hélas. 10 ans plus tard, sous Staline qui collectivisait à marche forcée, ce fut un scénario analogue, avec une différence notable toutefois. Les informations ne filtraient pas à l'étranger, il n'y eut pas d'aide internationale, ce fut une tragédie d'une ampleur encore plus grande. Pour le régime soviétique, il est usuel de souligner l'importance des grandes purges, des procès de Moscou et des camps. Les plus grands crimes furent toutefois commis contre ce qui constituait la majeure partie des peuples de l'Empire, leurs paysans. Assassinats, déportations, camps de travaux forcés, famine épouvantable, transformation des paysans en salariés. Tels furent les moyens qui permirent de réaliser une grande utopie, afin de se conformer au discours théorique de Marx. Faire disparaître la catégorie sociale de loin la plus nombreuse, celle des paysans. Cela fut par la suite un grand handicap dans le développement économique de l'Union soviétique. L'action des révolutionnaires communistes était guidée par le mythe du rôle salvateur du prolétariat ou de la classe ouvrière. Grâce à elle, le monde pourrait être enfin débarrassé de ses turpitudes. Il était donc de la plus haute importance d'assurer la survie de celle-ci, son développement et sa prééminence ainsi que la domination du parti qui était supposé la représenter. Il fallait tout à la fois, grâce aux réquisitions, la nourrir et payer les importations des biens indispensables au développement industriel. Cela ne suffisait pas. Il y avait un problème de ressources humaines. Il y avait un grand déficit, c'était une conséquence de la révolution et de la guerre civile, en ingénieurs et en gestionnaires avisés. Après avoir apporté la preuve de ses talents en organisant le coup d'État de l'automne 1917 et l'Armée rouge, Trotsky organisa, dans le cadre de la NEP, en relation avec ses contacts internationaux, notamment aux États-Unis et en Suède, des relations financières, commerciales et industrielles entre l'Union soviétique et le reste du monde, concernant principalement les États-Unis et l'Allemagne. Pour la finance, les relations étaient déjà anciennes et avaient été mises sur pied par un ami et complice de Trotsky en 1905, comme lui originaire d'Odessa, Parvus. Celui-ci, qui était devenu bien avant la guerre un agent allemand, avait monté un réseau de sociétés commerciales en Turquie, au Danemark et en Suède par lesquelles purent transiter des fonds secrets allemands destinés aux bolcheviks. Le centre de la toile était au Danemark, en relation avec la banque Nya Banken de Stockholm. Ces dispositifs permirent, entre autres, d'assurer en 1917 le retour au pays de Lénine et de ses amis ainsi que le financement de la Pravda. Par la suite, Nya Banken, qui avait changé de nom, fut à nouveau sollicité pour faciliter le business entre les soviets et les milieux d'affaires américains. Ceux-ci avaient flairé qu'il y avait des opportunités de bonnes affaires, et avaient envoyé pour cela, au printemps 1918, une grosse délégation sous couvert de la Croix-Rouge. Les entreprises françaises ou belges furent éjectées du pays, ce fut la fin du capitalisme franco-russe. Il y avait une place à prendre qui fut prise par les entreprises américaines, et celle d'Allemagne à partir de 1922, avec lesquelles Trotsky, qui dirigeait une commission pour les accords économiques, passa un grand nombre d'accords, de fourniture d'équipements, d'assistance technique, de concessions. Celui-ci avait compris que, pour ressusciter l'industrie russe, il était nécessaire de faire largement appel à des compétences extérieures, comme Deng Xiaoping n'hésita pas à le faire à partir de 1978 en Chine. Mais les concessions ne convenaient pas aux nouveaux maîtres du pays et des entreprises, ceux qui soutenaient Staline, pour lesquels la seule compétence valable était le fait d'être rouge. On pouvait faire appel à des conseils extérieurs pour la mise en place d'équipements importés mais surtout pas à des managers. On écarta Trotsky et on mit fin au système des concessions qui eût permis une mise à niveau. À partir de là, le système totalitaire collectiviste de l'Union soviétique, qui était déjà lourdement handicapé par une agriculture peu productive du fait de son organisation, fut incapable de devenir réellement indépendant dans le domaine des technologies industrielles, qu'il lui fallait alors acheter ou bien copier. Après les crimes de masse, les peuples de l'Union eurent encore à souffrir des conséquences du faible rendement de son système économique. Chapitre 1 : La fermentation révolutionnaire au sein de l'Empire russe avant la Grande Guerre. À la veille du premier conflit mondial, l'Empire russe semblait promis à un brillant avenir. Déjà, au XIXe siècle, Tocqueville voyait en lui une puissance potentielle analogue à celle des États-Unis. Une prédiction confortée par les changements qu'allait bientôt connaître le pays.
Celui-ci voyait son visage se transformer progressivement grâce à des réformes effectuées sous les règnes d'Alexandre II et Alexandre III, et même sous la règne de Nicolas II, grâce à de bons ministres comme Vite et Stolypine. L'affaire de l'acquittement de Vera Zasulich, qui en 1878 avait attenté à la vie du chef de la police de Saint-Pétersbourg, montra bien que la société russe était en train de changer en profondeur. Sur le plan de la politique extérieure, une belle et bonne alliance fut conclue avec la France. Elle assurait aux deux partenaires une certaine sécurité face aux visées impérialistes du monde germanique. L'alliance de Revers fit d'ailleurs la preuve de son efficacité au début de la Grande Guerre en contribuant à faire capoter le plan Schlieffen. Cette alliance se doublait d'une entente économique qui permit un afflux considérable de capitaux français, mettant ainsi l'Empire sur les rails de l'industrialisation et du développement économique. Malheureusement pour ces peuples, à la mort d'Alexandre III en 1894, l'Empire russe hérita de l'un des tsars les plus calamiteux de son histoire, Nicolas II. Celui-ci ainsi que son entourage, son épouse, une princesse allemande et ses proches, les membres de la Camarilla, pensaient que pour le bien de la Russie, il fallait non pas transformer celle-ci en une monarchie constitutionnelle à l'image de nombreux pays européens, mais au contraire maintenir un pouvoir autocratique. Le tsar Nicolas II n'acceptera les réformes proposées par ses ministres qu'à contre-cœur, refusera avec obstination d'accorder aux Juifs les mêmes droits que ceux des autres sujets de l'Empire, lancera son pays dans une guerre stupide et catastrophique avec le Japon, prendra parfois de façon impulsive des décisions ou des engagements allant à l'encontre des décisions de son gouvernement, comme lors de l'entrevue de Björkö avec son cousin Guillaume II. Enfin, comment ne pas évoquer son mysticisme et celui de sa femme, ainsi que leur amitié douteuse pour Raspoutine. Stolypine pensait que 20 ans de paix étaient nécessaires pour faire de la Russie un pays moderne et prospère. Sans doute avait-il raison. Malgré le handicap que représentait Nicolas II pour la mise en œuvre d'une politique de réforme, il avait réussi à placer son pays sur une trajectoire très prometteuse. Il eut fallu du temps pour que ce qui était entrepris puisse porter ses fruits, mais Nicolas II remercia ce ministre très compétent. Il eut fallu la paix mais l'Allemagne en décida autrement. C'est elle en effet qui prit la responsabilité de la déflagration, non seulement européenne mais aussi mondiale de 1914, ainsi que le souligna à juste titre le texte de l'article 231 du traité de Versailles de 1919. À la veille de la guerre, en dépit des faiblesses qui étaient les siennes, système de transport présentant de graves lacunes, insuffisante formation d'une partie des officiers, etc., la Russie était un grand et puissant pays. S'il avait été dirigé en permanence par des hommes compétents tels que Vite ou Stolypine, ce qui eût signifié des changements dans le mode de fonctionnement de l'État, il est probable qu'il ne se serait pas effondré comme ce fut le cas en 1917. Même si les ministres en place au moment de la guerre n'étaient pas nécessairement tous médiocres, Nicolas II prenait une place bien trop importante dans la direction des affaires. Au fur et à mesure du déroulement de son règne, il devint de plus en plus impopulaire, à un point tel que cela dévalorisait un peu plus chaque jour les institutions du pays, affaiblissant des apostrophes. Autant sa cohésion, amenant progressivement celui-ci à subir un processus de délitement que la guerre accéléra considérablement, aboutissant à cette chose impensable, la Révolution. Dans ce qui suit, on examinera des événements et des changements qui précèdent le grand tournant de la guerre et de la Révolution, et qui contribuent à expliquer ce qui se produira en 1917, notamment la Révolution de 1905. Il est en effet important de prendre en compte l'ensemble des facteurs qui ont concouru à l'effondrement du tsarisme en février, ainsi qu'à celui, quelques mois plus tard, du gouvernement provisoire, à la suite d'un putsch bolchevique aboutissant à l'instauration d'un système totalitaire. La fermentation révolutionnaire avant 1905. L'année 1881 est importante. L'assassinat d'Alexandre II va entraîner un coup d'arrêt dans les réformes. Avec la mise en place d'une police secrète, l'Okhrana, sont édictés des règlements provisoires donnant pouvoir à la police d'opérer des perquisitions, des arrestations, des emprisonnements et des déportations sans jugement, au nom de la sécurité de l'État, un quasi-état de siège permanent. Malgré ce retour en arrière institutionnel, la société russe se transforme relativement rapidement. L'alphabétisation tend à se généraliser,
le commerce et l'industrie se développent en même temps que les chemins de fer. Un monde ouvrier apparaît dans les quelques grandes villes de l'Empire alors que se constitue une classe moyenne frustrée de ne pouvoir participer aux décisions politiques. Ces transformations s'accompagnent de désordres sociaux. Grèves dans les villes, révoltes paysannes dans les campagnes, attentats de révolutionnaires. Les révolutionnaires ne constituent pas une catégorie sociale particulière. Ils sont issus pour la plupart d'entre eux, de la petite noblesse et d'une classe moyenne en train de se constituer. Lénine est un rentier par sa mère qui détient un domaine, noble par son père. Leur engagement exprime le dépit d'une partie de ces couches sociales de ne pas se voir confier davantage de responsabilités dans la conduite des affaires du pays. Nicolas II ne comprend pas que les règlements provisoires doivent rester exceptionnels, provisoires. Il y a ainsi un hiatus de plus en plus grand entre l'importance économique et sociale croissante de la classe moyenne et le peu de responsabilités dont elle dispose sur le plan politique. Les révolutionnaires, qu'ils vivent dans l'Empire ou bien en Europe occidentale, sont, à quelques exceptions près, issus de ces rangs. Dans la Russie tsariste, ce qu'on appelle de nos jours l'ascenseur social fonctionne, comme l'illustre l'exemple de la famille de Vladimir Ilitch Ulyanov, le futur Lénine. Ce dernier devient noble à l'âge de 6 ans du fait de l'ennoblissement de son père. Le grand-père maternel de Vladimir Ilitch, Alexandre Blanc, fils du marchand Moshe Blanc, est un juif converti à l'orthodoxie qui fait des études de médecine, devient médecin, puis inspecteur des hôpitaux et conseiller d'État, ce qui lui confère la noblesse héréditaire. Le grand-père paternel, Nikolaï, est un tailleur, fils d'un serf affranchi. Son fils Ilya, le père de Lénine, fait des études de mathématiques, devient inspecteur et directeur de l'enseignement pour la région de Simbursk, conseiller d'État. Il est ennobli par Alexandre II. Dès lors, à l'âge de 6 ans, Vladimir Ilitch Ulyanov, 1870 à 1924, devient noble. Au lycée, dirigé par Alexandre Kerensky, le père de son futur adversaire politique, il est un élève doué. Ensuite, à l'université, il aura des problèmes à cause de ses activités révolutionnaires qui explique, en partie au moins, par le traumatisme familial que représente la mort de son frère Alexandre, pendu en 1887 pour sa participation, au sein de Narodnaya Volia, à un projet d'assassinat d'Alexandre III. De même, Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotsky 1879 à 1940, est issu d'une famille juive aisée de propriétaires terriens du sud de l'Ukraine, région de Kherson. Son père, David Bronstein, achètera ses terres à un Yanovski ruiné et il fera travailler des centaines de paysans pour un salaire de misère. Léon, Lev, fera des études secondaires à Odessa, bien que très doué, il renoncera à les prolonger par des études supérieures pour embrasser la cause de la Révolution. Parvus, 1867 à 1924, est un autre révolutionnaire très important bien que largement méconnu. Israël Lazarevitch Elfant, tel est son vrai nom, est issu d'une famille juive appartenant à la classe moyenne originaire de Biélorussie et ayant migré à Odessa. Il y fait des études secondaires, avant de partir en Suisse où il prépare à l'université de Bâle, une thèse de doctorat d'économie sur la division du travail. Il est alors en même temps militant, journaliste et homme des affaires. Bien d'autres exemples peuvent être évoqués, notamment celui de Staline. Fils d'un cordonnier alcoolique de Gori, Géorgie, et d'une couturière, Yossif Djougashvili, Koba, Staline 1878 à 1953, est un enfant doué, d'extraction très modeste, qui a pu faire des études jusqu'à l'âge de 20 ans au séminaire de Tbilissi, grâce à un prêtre orthodoxe, ami de sa mère, peut-être son père biologique. Staline constitue un exemple de promotion sociale grâce au développement de l'enseignement. Pour en revenir à Lénine, il fut un temps où il était avocat, un avocat sans cause, une activité marginale qui ne pouvait suffire à son train de vie. Après la mort de son père, comme le reste de sa famille, il vivait grâce aux rentes foncières du domaine familial venant de la famille de sa mère. Il était donc un rentier, appartenant ainsi à une catégorie sociale que Marx détestait au plus haut point. Au moment de la Révolution, Lénine se gardera bien de dire qu'il était rentier. Il indiquera « écrivain » comme étant sa profession, ce qui était évidemment faux dans la mesure où ce n'étaient pas ses écrits qui le faisaient vivre. Tout ce petit monde de spécialistes de la Révolution développait des activités clandestines, afin de constituer des syndicats ou des groupes de combat, diffusant des journaux ou des livres interdits par les autorités, échangeant des idées et des analyses,
en relation souvent avec d'autres groupes révolutionnaires à l'étranger, principalement avec les partis de l'Internationale ouvrière. Le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR, est créé en mars 1898, alors que Lénine est en villégiature forcée en Sibérie, mais il est quasiment démantelé dès ses débuts. L'Okhrana infiltrait souvent des agents à elle au sein de ces groupes clandestins. De temps à autre, certains de leurs membres étaient arrêtés pour activités subversives, emprisonnés ou envoyés en exil en Sibérie. La police n'était pas toujours très performante car beaucoup réussissaient à s'évader. Ils allaient alors grossir les rangs de cette diaspora russe très particulière qui se retrouvait en divers lieux. Londres, Munich, Zurich, Paris, Bruxelles, etc. Avant d'envisager les événements qui vont secouer la Russie et le monde, il faut revenir sur la présentation de certains de leurs principaux protagonistes afin d'avoir quelques repères utiles. Lénine, Trotsky, Parvus, Staline. Le premier, Vladimir Ilitch Ulyanov, est sans doute traumatisé, un an après la mort de son père, alors qu'il n'a que 17 ans, par la pendaison de son frère aîné en 1887. La même année, il est exclu de l'université de Kazan pour activités subversives. Il se réfugie dans les lectures et réussit un peu plus tard à se faire admettre à l'université de Saint-Pétersbourg, ce qui lui permet d'être avocat, une façade car son activité est quasi nulle, la rente foncière familiale lui suffisant pour vivre. Il lit Marx qui lui transmet en quelque sorte son mépris du monde rural et le convainc de la nécessité de l'industrialisation et de l'urbanisation. Il lit aussi un auteur populiste, Tkachev, qui fait l'éloge des méthodes violentes et terroristes et de la nécessité du rôle dirigeant d'une petite élite. Autorisé à aller en Suisse en 1895, il est arrêté peu après son retour ainsi que son ami Martov, et envoyé en exil pour 3 ans en Sibérie. En juillet 1900, nouveau départ pour la Suisse puis la Bavière. Il y rejoint le petit monde des révolutionnaires professionnels en exil et fonde le journal Iskra, l'Étincelle. Durant cette période, il forge sa doctrine en même temps qu'il intrigue, de façon le plus souvent très brutale, pour imposer ses idées et surtout son rôle de premier plan. L'essentiel de ses convictions est fixé. Théorie de l'avant-garde, qui prend tout en main et à laquelle tout doit être soumis. Dictature du prolétariat, centralisme, hiérarchie, discipline et obéissance, la nécessité de la violence révolutionnaire, singularité de la Russie où la paysannerie peut jouer un rôle révolutionnaire à condition être dirigé par la classe ouvrière. Le POSDR se scinde entre les bolcheviks, qui sont dominants, et les mencheviks. Les intrigues sont multiples et certains militants sont inquiets de la violence verbale de Lénine, en particulier Trotsky qui se méfie et qui craint que la dictature du prolétariat ne devienne une dictature sur le prolétariat. Encore plus méfiants sont les socialistes allemands, toutes tendances confondues, depuis le révisionniste Eduard Bernstein ou le renégat Karl Kautsky jusqu'à Rosa Luxemburg. 2 personnalités de premier plan viennent d'Odessa, Trotsky et Parvus. Lev Davidovitch Bronstein, Trotsky 1879 à 1940, on l'a dit, est issu d'une famille juive aisée des environs de Kherson. Son père, inculte mais intelligent, l'envoie chez des parents à Odessa pour qu'il suive des études secondaires à l'école Saint-Paul qui est tenue par des luthériens allemands. Élève brillant, il ne restera pas à l'université, préférant l'engagement politique, ce qui mettra en valeur ses indéniables qualités d'analyse et organisation en même temps que sera révélé son caractère inflexible et orgueilleux. L'Israël Davidovitch Elfan, Alexandre Parvus, est lui aussi issu d'une famille juive relativement aisée originaire de Biélorussie qui s'est établie à Odessa. Après ses études secondaires, il part pour la Suisse où il nourra de nombreux contacts avec les milieux socialistes, notamment avec Rosa Luxemburg. Il est à la fois journaliste et essayiste, homme d'affaires et spéculateur, escroc, théoricien de la Révolution et bientôt agent secret au service de l'Empire allemand, et lui qui met en avant la notion de révolution permanente et de grève générale politique. Il convaincra Trotsky d'en faire l'un de ses chevaux de bataille. En cette fin de siècle, Parvus popularise, avec Rosa Luxemburg, des positions de gauche au sein de la social-démocratie allemande. Il écrit des articles pour Neue Zeit, fonde un journal, Haus der Weltpolitik, écrit des ouvrages sur de nombreux sujets d'actualité, les banques, le marché mondial, la grève générale, la révolution, les problèmes agraires, la Russie, le colonialisme, etc. À la fin du XIXe siècle,
Près du tiers de la population très mélangée d'Odessa est juive et il y a parfois de fortes tensions interethniques, particulièrement entre juifs et grecs concernant les activités commerciales et de services liées au port d'Odessa qui est alors le grand port de l'Empire. Elles contribuèrent parfois à la violence des pogroms, sans les expliquer pour autant, en particulier celui de l'automne 1905 qui fut le pire de tous. La population juive, attaquée par des provocateurs et des fanatiques ukrainiens, russes et grecs, sous le regard bienveillant de la police et avec parfois aussi le concours des Cosaques, malgré ces groupes d'autodéfense, eut un demi-millier des siens assassinés. On sait aussi que Parvus avait été très marqué, à l'âge de 14 ans, par le pogrom de 1881 à Odessa. Il en concevra une haine tenace pour le régime tsariste et l'Empire russe qui sera un élément constant dans sa vie et fera de lui un agent de l'Allemagne. Plus jeune que lui, Trotsky n'a pas pu lui non plus ne pas être marqué par l'ambiance particulière d'Odessa que décrit bien l'écrivain Babel dans ses Nouvelles d'Odessa, et de façon plus générale, par le statut d'infériorité de la population juive dans l'Empire. Ce duo originaire d'Odessa sera au cœur des événements de 1905, qui se déroulent en 3 actes. Le Dimanche rouge à Pétrograd, les événements dramatiques d'Odessa puis la grève générale qui oblige le pouvoir à lâcher du lest. La révolution de 1905, un craquement dans l'Empire russe. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de tsar. Les troubles commencent en décembre 1904 aux usines Poutilov de Saint-Pétersbourg où les ouvriers font part d'un certain nombre de revendications à la direction. Celle-ci se cabre et licencie les meneurs. Le 21 janvier, 8 janvier du calendrier julien, toute la ville est en grève et manifeste pour la réintégration des exclus. Le Pope Gapon, un agent de l'Okhrana, est à la tête de l'immense cortège. Au début de sa carrière, Georgi Apollonovitch Gapon, 1870 à 1906, est une sorte de prêtre ouvrier prêchant aux abords des usines de Saint-Pétersbourg. C'est un homme qui trouve dans les évangiles ce que d'autres trouvent dans les écrits de Marx. Des raisons de lutter contre les injustices de la société. Il est très vite repéré par un ancien révolutionnaire qui a, comme Dostoïevski, trouvé son chemin de Damas, et qui est devenu chef de la police secrète, Sergueï Zoubatov, 1864 à 1900. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.